Alors en deux mots, moi je suis Pascal Ventura, je travaille sur tout l'est effectivement de la région et je suis responsable de tout ce qui est assurance pour le groupe effectivement AXA sur le réseau commercial effectivement salarié. Et bon, on est au quotidien aux côtés de nos clients pour les servir sur les 8 départements effectivement de l'est dont je suis le responsable. Naturellement, on a des conseillers de proximité à côté de vous et on travaille maintenant depuis plusieurs années en partenariat avec la Chambre des métiers pour justement donner le meilleur des conseils et d'assistance aux professionnels que vous êtes. Ça va de l'installation jusqu'effectivement à l'accompagnement tout au long de votre aventure professionnelle, les évolutions d'entreprise, les changements de statut et de choses comme ça. Donc, on est là pour vous accompagner, vous conseiller et surtout aussi, dans un premier temps, éviter de faire des fois des bêtises ou oublier de faire quelque chose. Et l'objet de ce chapitre sur les assurances, c'est plutôt de vous mettre en garde, de vous donner les bons conseils, les bonnes conduites à tenir, à quoi je dois faire attention en matière d'assurance quand je crée mon entreprise, qu'est-ce qui change dans ma vie, et je vous propose de balayer les différents postes. Donc, ce que je vous propose, donc bon, le son, ça va être compliqué, mais par contre, vous pouvez naturellement utiliser le chat pour poser des questions tout au long de la présentation. Soit j'y répondrai à l'instant T, soit on fera un échange plutôt à la fin, comme vous le souhaitez. Donc, je vais faire balayer les diapositives. Alors, l'assurance, c'est quelque chose de sérieux. Votre assureur, c'est votre partenaire qui va vous accompagner au quotidien. Comme vous avez un banquier pour financer effectivement vos projets, peut-être un comptable effectivement pour vous guider dans certaines opérations. Il faut un assureur qui sécurise tout ça et dans les règles de l'art. On abordera effectivement plusieurs thèmes dans ce chapitre. On dit toujours à chaque risque sa solution. Il faut être bien conscient de ce à quoi on est exposé, de la réglementation qui nous touche. Et en fonction de ça, on abordera l'assurance du local professionnel, les assurances sur les véhicules et l'assurance sur votre personne en tant que chef d'entreprise, parce qu'il y a des choses qui évoluent, qui sont bien différentes entre le moment où j'étais salarié d'une entreprise et le moment où je deviens chef d'entreprise. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par le bâtiment, l'assurance du risque professionnel. Alors, quand on commence son activité, soit on loue un local, et dans ces cas-là, on a un bail, on se doit d'assurer ce local comme en tant que tel. Donc là, généralement, ça pose pas trop de soucis parce qu'on rencontre un assureur qui nous donne effectivement les bons conseils et qui nous dit ce qu'il faut faire. C'est par contre parfois beaucoup plus délicat quand on crée son entreprise et qu'on utilise une partie de son domicile comme lieu ou bureau professionnel ou pour entreposer. Il va de soi que sa maison, son appartement, s'est assuré à l'origine comme un lieu privé, pour y vivre normalement. C'est pas le contrat d'assurance en place ne prévoit pas du tout le fait qu'il y ait une activité professionnelle à l'intérieur, le fait qu'on puisse entreposer, comme dans le garage par exemple, des fois on commence, on entrepose dans le garage du matériel professionnel. Matériel professionnel, ça ne correspond pas à la définition du mobilier d'un contrat d'habitation. Si vous recevez de la clientèle effectivement chez vous, pour des devis, pour une consultation ou pour autre, il va de soi que la responsabilité, s'il leur arrivait quelque chose, c'est pas la RC, c'est pas la responsabilité civile familiale. Donc, si c'est le cas, il faut bien penser à consulter effectivement son assureur habitation, parce qu'il y a certainement des clauses à rajouter dans son contrat pour simplement dire qu'on a une partie, ou alors modifier le capital assuré en disant qu'on a du matériel professionnel. Donc, le local, naturellement, si on a un local, on doit assurer ce local et naturellement le contenu qui est à l'intérieur, c'est très important. On a un bail. Quand vous signez, vous êtes locataire, vous avez signé un bail. Ce bail généralement impose un ensemble de garanties qu'on doit respecter. Et puis le contenu, il faut l'assurer effectivement. Le minimum, c'est l'incendie, d'accord. Et en fonction de la nature des matériaux, éventuellement contre le vol. Si s'en fait sentir, attention, quand on commence à donner des garanties contre le vol, la grande majorité des contrats d'assurance du marché vont demander des spécificités, notamment sur les fermetures, sur les portes, des choses comme ça. Soyez très attentifs à ce que votre assureur peut vous demander en ce sens, parce que la pénalité en cas de sinistre, si c'est pas conforme, c'est assez dommageable, et ce, dans toutes les compagnies d'assurance.
Je parle des fois des verrous à la place des serrures. Quand on dit une serrure, c'est pas un verrou, des notions comme ça. Une serrure, c'est bien quelque chose avec une clé de chaque côté. C'est pas avec une molette. La gâchette qu'on tire de l'intérieur, c'est pas considéré comme une fermeture. Donc attention pour ceux d'entre vous qui utiliseraient peut-être une grange à côté ou un garage séparé. Faites attention et dites bien à votre assureur le type d'endroit dans lequel vous entreposez votre matériel. Si j'exploite, bon là on a pris l'exemple par exemple d'une fleuriste, donc si vous êtes plutôt du type commerçant et que vous exploitez, donc vous recevez de la clientèle dans votre local professionnel, il faut envisager un fait, c'est-à-dire que là je prends l'exemple de mon local qui brûle, c'est-à-dire c'est un local qui va être impropre, qui va plus me permettre d'exploiter au quotidien pendant un certain temps, le temps des travaux. À l'intérieur de ça, c'est ce qu'on appelle généralement la perte d'exploitation. Dans ces cas-là, on entend tout à la télé, mais il faut être très précis. Ce qu'on appelle la perte d'exploitation, c'est la perte d'usage effectivement du local. Là, par exemple, sur l'incendie, c'est les plus gros dommages qu'on peut avoir. Le temps de reconstruction, si je suis fleuriste, je peux plus utiliser mon local pour vendre effectivement mes fleurs. Donc, il se peut que je sois contraint soit d'arrêter d'exercer pendant un certain temps, et là, c'est quand même plutôt dommageable. Il faut savoir que les contrats d'assurance prévoient ce qu'on appelle des frais de relogement. Donc, vous trouvez un local à proximité pour continuer effectivement à exercer votre activité, un local plutôt adapté avec des loyers qui sont pris en compte par votre assurance. Ce sont des choses qu'il faut regarder dans les contrats d'assurance. Des fois, là, il faut faire un petit peu attention. C'est ce qui va faire la différence, parce qu'on cherche toujours un peu le moins cher. Mais des fois, on vous donne ça pendant 3 mois, des fois pendant 6 mois, des fois pendant 1 an. Donc, attention à la limite que vous allez trouver dans les contrats d'assurance, parce qu'en fonction des travaux, ça peut durer un certain temps. Donc, c'est quand même important de s'assurer pour ses frais de relogement et puis naturellement s'assurer pour son contenu, parce que si mon contenu il a disparu dans l'incendie, c'est un contenu que je dois toujours payer effectivement à mes fournisseurs, mais que je ne pourrai plus vendre après. Donc attention à ce genre de choses. Si vous pouvez plus le vendre, c'est l'argent que vous aurez pu pour payer effectivement votre fournisseur. Donc il est très très important de déclarer effectivement ce qu'on a dans son local en matière de type de matériaux, de produits, et surtout en matière de quantité. Parce que s'assurer au minimum, des fois ça ne fait pas la totalité, et puis le jour du sinistre, il en manque un bout. Si on vous paye que la moitié du stock que vous avez, c'est quand même dommageable. Et généralement, moi chez AXA, on a des contrats comme ça qui prévoient en fonction des professions les variations de stock. Notamment dans l'alimentaire, quand on approche de Noël, on sait que dans les rayons ça va être chargé. Dans l'habillement, quand on a une nouvelle collection de printemps, d'hiver qui arrive, on a des stocks qui augmentent naturellement, et nous on prévoit des doublements sur ces périodes-là, par exemple. Donc c'est ça qui va faire la différence entre les différents contrats que vous allez avoir sur le marché. L'assurance du risque professionnel, je suis cambriolé. Je vous en parlais tout à l'heure, le vol, en fonction de votre domaine d'activité et des produits sensibles que vous pouvez avoir, peut effectivement plus ou moins attirer effectivement les voleurs. Donc c'est toujours dommageable. Je veux dire, un vol, c'est une effraction sur un bâtiment. Un vol, c'est des produits qui ne sont plus là ou qui au minimum vont être détériorés, donc que vous pourrez plus vendre. Ça veut dire que derrière, on a une activité qui va être fortement réduite, fortement impactée. Quoi qu'il en soit, ces produits, il faudra les payer aux fournisseurs. Donc encore une fois, l'assurance vol, elle peut être très judicieuse en fonction de ce que vous avez. La mise en garde que je vous mets à ce niveau-là, c'est que votre local réponde bien aux normes qu'impose le contrat d'assurance. Contrairement à un contrat habitation classique où on fait une punition financière, généralement, dès qu'on est en professionnel, c'est ce qu'on appelle la non-garantie. C'est-à-dire que si le risque n'est pas conforme à ce qui a été demandé, c'est-à-dire le bâtiment, les fermetures du bâtiment ne sont pas conformes, généralement la garantie ne s'applique pas. Donc soyez très très vigilants avec ça. C'est idiot de payer une prime vol si elle ne fonctionne pas parce qu'on a négligé de poser une serrure là où l'assureur l'a demandé, ou des choses comme ça. Donc soyez très vigilants avec ça. Je pense que c'est important quand on fait du commerce, qu'on vend du matériel. C'est dommageable de ne plus avoir la marchandise effectivement à vendre. Donc attention,
Là, je vous parle que du matériel qui est dans le risque professionnel, hein, dans le bâtiment. On verra tout à l'heure ensemble quand ce matériel, par exemple, est dans la voiture. Si on me casse ma vitrine, bah, généralement, la garantie brise-glace, elle est toujours présente dans les contrats d'assurance, c'est rare quand elle l'est pas. Elle est quasiment toujours demandée dans les différents baux. C'est important parce que quand on a un commerce, une vitrine, des fois ça peut valoir un petit peu de sous. Donc soyez vigilants là-dessus. Attention, certains contrats on doit déclarer la vitrine en mètres linéaires, d'autres non. Donc soyez petite vigilance là-dessus, sachant qu'une vitrine qui est par terre, eh ben, c'est un local qui est à tout vent. Généralement là-dessus, certains contrats d'assurance vont prévoir la mise en place de panneaux en bois le temps qu'on trouve effectivement, ou voire même si c'est de la casse sur effraction, peut-être la mise en place d'un vigile le temps qu'on ait une société qui vienne effectivement refermer la vitrine. Tout ça, c'est pour protéger le risque, le reste du local et le reste de l'activité. Hein. Ne perdez pas de vue que l'objet de l'assurance dans ces choses-là, c'est toujours de minimiser le montant du sinistre de manière à protéger votre activité professionnelle et la remettre en place le plus rapidement possible. Donc voilà, oui, donc le bris-glace, c'est très, ça paraît bête comme ça, mais c'est c'est quelque chose qui est très très utile. Si mon local brûle, mon activité s'arrête. Comment je vais repayer effectivement mes charges? Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre local brûle, naturellement, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez plus pouvoir effectivement exploiter, vous allez plus pouvoir commercialiser, vous allez plus pouvoir travailler, vous allez plus pouvoir fabriquer. Hein. Je veux dire, si vous êtes artisan et que vous fabriquez dans votre local, vous allez plus pouvoir y travailler. Le temps des travaux, hein, même si les travaux durent 2 mois, 3 mois, le temps de refaire effectivement le local tel qu'il doit être, il va falloir payer vos charges, c'est-à-dire le loyer, il va continuer à falloir le payer alors que vous n'allez plus rentrer d'argent. Les charges sociales vont courir, les crédits vont courir et des choses comme ça. Donc, nous, on vous invite toujours fortement à vous couvrir pour vos charges fixes. Alors, si vous avez un bâtiment, c'est une chose, mais même si vous n'avez pas, vous avez toujours des charges, hein, effectivement, à payer en tant que chef d'entreprise. Donc, il faut prévoir qu'en cas d'arrêt comme ça, on peut effectivement intervenir là-dessus. Au moment où on se parle ici, on est bien toujours sur l'assurance du local professionnel. C'est le côté impropre du local à exercer votre profession. Hein, on le verra tout à l'heure si cette problématique arrive sur votre personne. Donc ici sur le local, c'est ce qu'on appelle la perte d'exploitation. Important, hein, des loyers à payer, ça fait un petit peu de sous généralement. Donc il faut s'y prévoir. L'assurance du risque professionnel, si je blesse un client, alors ça aussi, hein, je veux dire, ce sont des choses qu'il faut pas négliger du tout, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. On vous a mis en image une coiffeuse, c'est le cas classique en coiffure, c'est la teinture qui va venir tacher effectivement un vêtement. Et par expérience, alors je ne sais pas si dans l'auditoire j'ai des coiffeurs ou des coiffeuses, l'expérience montre, vu que maintenant ça fait à peu près 30 ans que je suis dans l'activité, quand on a une tache sur un vêtement, comme par hasard, c'est jamais sur un t-shirt de chez Decathlon. Hein. C'est toujours un ensemble de marques, c'est toujours un truc comme ça que la cliente elle portait le jour où on a fait une tâche. Donc ça fait vite un tailleur à je ne sais pas combien, ça fait un petit peu de sous. Donc autant être bien assuré effectivement là-dessus. Ça c'est la petite blague, hein, on a fait une tâche sur un vêtement. Dans le risque de la coiffure par exemple, ça peut être effectivement une intolérance de la cliente à certains produits, donc on a des brûlures, hein, des brûlures de la peau, des brûlures du cuir chevelu, si on a fait une bêtise ou si effectivement les produits ont mal été utilisés, ça peut être plein de choses dans d'autres domaines. Hein, je veux dire, ça c'est le risque sur la personne. Je suis chez un client, je fais des travaux, il passe, il traverse son appartement et puis j'ai mal coincé une échelle ou j'ai mal mis quelque chose, ça lui tombe dessus, il trébuche. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'assurance, la responsabilité civile, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et là, ce à quoi il faudra faire très très attention, c'est à votre activité, à votre assureur quand vous souscrivez le contrat. Bien expliquer ce que vous faites de manière à ce que vous soyez couvert pour l'ensemble de vos activités. C'est assez important, surtout aujourd'hui, on a tendance à être un peu multi-activité, à s'étendre pour pouvoir avoir quand même
du travail. Et des fois, on observe des gens qui nous ont donné qu'une partie de leur activité et pas l'autre, et c'est toujours regrettable en cas de sinistre. Donc tout chef d'entreprise, je vous disais, donc peut souscrire une responsabilité civile professionnelle. Il faut savoir effectivement que cette responsabilité civile professionnelle, dans certaines professions, elle est obligatoire du fait de la loi. Dans certaines autres professions, elle n'est que conseillée. Donc c'est pas forcément là-dessus qu'il faut faire trop d'économies. Souscrivez-la parce qu'en matière de responsabilité, on ne sait jamais trop où on va en termes de montant de sinistre. Donc si vous n'êtes pas garanti, ça peut vite quand même vous coûter cher. Je vous parlais effectivement des responsabilités civiles professionnelles qui sont obligatoires. Là, quand on est dans le bâtiment, on a la responsabilité civile professionnelle sur effectivement la mauvaise organisation de son chantier, sur la poutre qu'on va laisser effectivement traîner, sur le trou ou la fosse qu'on n'aurait pas forcément barricadé correctement. Mais vous avez une obligation légale, c'est effectivement donc ce qu'on appelle la garantie décennale, donc la garantie de ce que vous allez construire, ce que vous construisez, alors soit en biennal, soit en décennal, l'objet de votre travail doit tenir dans le temps et la loi vous impose d'être assuré pour ça. Donc en biennal, c'est pour 2 ans pour certaines parties, et en décennal, c'est tout ce qui est là, c'est sur la construction, hein, sur les murs. Vous devez être assuré effectivement pendant 10 ans sur la bonne tenue de ce que vous faites. Et ça, c'est une assurance qui est obligatoire du fait de la loi. Donc les gens qui sont dans le bâtiment, dès que vous construisez ou vous touchez à la structure d'un bâtiment, vous êtes soumis effectivement à cette responsabilité civile décennale. Ça vaut des sous, c'est pas donné, mais c'est juste obligatoire, et en cas de sinistre, ça peut coûter des fortunes, donc il faut bien un assureur qui soit là-dessus. Pour certains chantiers, généralement, les clients, ou si c'est des organismes, vous demanderont systématiquement une attestation décennale pour démarrer le chantier. La difficulté que certains d'entre vous peuvent avoir, c'est ceux qui font, on va dire, pas du bricolage, le mot est mal utilisé, mais on va dire des petits travaux. Je vais changer une ampoule, des petits services comme ça qu'on fait. Et puis d'un seul coup, le client vous demande, tiens, donc vous êtes là, faites-moi ça. Dans ces cas-là, il faut savoir si on est garanti pour faire ça ou si on ne l'est pas. Je prends l'exemple tout bête, vous êtes carreleur, vous carrelez une salle de bain, et puis le client, quand vous êtes là, il vous dit, ouais, mais en même temps, déplacez-moi le lavabo d'1 mètre parce que je préférerais qu'il soit de l'autre côté. Ça génère de la plomberie, ça génère généralement de l'électricité pour déplacer une prise de courant. Faites bien attention que votre contrat décennal prévoit effectivement le fait que vous puissiez faire de la plomberie ou de l'électricité. Et si c'est pas le cas, mieux vaut le faire sous-traiter par un confrère en lui disant, écoute, quand on travaille ensemble, j'ai un lavabo à déplacer, viens me ramener les arrivées d'eau et les évacuations au bon endroit, ou un électricien pour déplacer effectivement la prise, plutôt que de le faire vous-même et ne pas être effectivement assuré pour ça. Donc ça, c'est des petits conseils que je vous donne. Ou alors, si c'est des choses que vous faites au quotidien, alors dans ces cas-là, dites à votre assureur, je pratique ça au quotidien. Mais c'est souvent dans ce genre de contexte qu'on a des petites difficultés. C'est le petit travail qu'on fait en plus pour rendre service au client, quoi. Et c'est là que le sinistre, effectivement, arrive par la suite et on s'aperçoit que la personne n'était pas garantie pour. J'ai fait le tour de la responsabilité civile et effectivement donc des bâtiments. Je vous propose de passer donc à l'assurance automobile. Alors l'assurance automobile, quand vous en avez une comme celle qui est sur l'écran, généralement ça pose pas trop de soucis parce qu'effectivement c'est donc un véhicule utilitaire professionnel. Tout le monde n'a pas des véhicules de ce type, tout le monde n'achète pas un véhicule pour son activité. Beaucoup d'entre vous vont commencer à utiliser le véhicule personnel qu'ils avaient auparavant dans leur activité professionnelle. Il faudra le notifier à votre assureur de manière à ce que l'utilisation de ce véhicule soit bien faite en usage professionnel. Ça a des incidences en matière de déclaration.
Ça peut faire aussi en fonction de la TVA, en fonction du statut dans lequel vous exercez. Hein. Si vous êtes en micro, auto-entrepreneur, ou si vous êtes en entreprise individuelle, en société, il y a des histoires de TVA. Donc, il faut que les déclarations soient bien faites. Et puis, il faut savoir que sur les contrats généralement professionnels, vous allez bénéficier de garanties à l'intérieur qui sont largement différentes, notamment en termes d'assistance, de remplacement de véhicules et de choses comme ça, par rapport à un contrat de particulier. Vous avez par exemple une camionnette avec un certain volume derrière. Je prends un truc tout bête, vous avez un accident, vous avez droit à un véhicule de remplacement. Si on vous donne une Twingo en remplacement de votre camionnette, vous allez être embêté au quotidien, effectivement, pour aller sur les chantiers, par exemple. Donc, bien déclarer le bon véhicule à votre assureur avec la bonne utilité. Donc, je dois assurer. Qu'est-ce que je dois assurer quel véhicule je dois assurer? Je dois assurer à usage professionnel l'ensemble des véhicules que j'utilise pour ma profession. Hein. Alors, si je suis commerçant et que je vais de chez moi, effectivement, à mon commerce, ma foi, c'est pas grave. Maintenant, si avec mon véhicule, je suis commerçant en habillement, je vais faire du réassort, c'est-à-dire que je vais chercher effectivement me réapprovisionner pour compléter ma collection. Si je fais des foires et marchés et que je me déplace avec mon stand, mes produits à vendre à l'intérieur et compagnie, je suis artisan carreleur à l'intérieur, j'ai du carrelage, de la colle, j'ai mes machines pour couper et compagnie. Vous comprenez que le contenu du véhicule et l'utilisation du véhicule n'est pas la même qu'un véhicule effectivement familial et il faudra bien le déclarer à l'assureur. Tant que je suis là-dessus, le slide a peut-être disparu ou je ne sais pas si c'était sur un autre support, je vous parlais du contenu dans les véhicules. Il y a le véhicule en lui-même, tel qu'il est décrit donc au catalogue du constructeur, notamment quand on est par exemple sur des véhicules de type camionnette, comme ça, fourgon. Assez souvent, on les aménage à l'intérieur, on fait des rayonnages, on fait des choses, voilà. Et donc, des fois, ça peut représenter un certain coût. Donc, n'oubliez pas de le dire effectivement à votre assureur parce que c'est des options qu'on met à l'intérieur des contrats. En cas de destruction du véhicule par vol ou par accident, il faut bien vous payer les travaux d'aménagement qui ont été faits à l'intérieur du véhicule. D'accord ? N'oubliez pas ça parce que des fois, ça fait quand même des différences sur les factures. Et puis, on a aussi, naturellement, ce qui est dans le véhicule. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des artisans dans les travaux publics, les artisans maçons, peintres, j'en passe, des meilleurs. Vous avez du matériel qui reste dans les véhicules. Posez bien la question, si le véhicule, le soir, il rentre pas dans un garage et qu'il reste garé effectivement devant chez vous, comme c'est souvent le cas, quand on commence, on n'a pas toute la structure pour tout abriter, on décharge pas forcément le véhicule tous les soirs. Est-ce que ce qu'on appelle les marchandises transportées, vous allez, elles sont assurées effectivement si elles sont dans le camion la nuit, parce que vous savez que les camionnettes, elles se font vite éventrer effectivement la nuit parce qu'on sait qu'on a du matériel dedans. Tout comme vous êtes carreleur, je prends toujours l'exemple du carreleur, votre client vous a passé la commande, vous allez chez le fournisseur chercher le carrelage, donc vous avez à l'intérieur, vous chargez le carrelage, vous chargez l'armoire de salle de bain, la baignoire, la douche, enfin la porte de douche ou je sais pas quoi, et sur la route vous avez un accident et tout ça s'est cassé pendant l'accident. Il faut bien que ce soit déclaré effectivement dans le contrat de manière à ce que ça soit pris en compte, comme quoi vous transportez du matériel. Généralement, on vous demandera de vous assurer pour un certain montant. N'oubliez pas de le dire si c'est le cas, quoi. Voilà. Donc pensez bien à ce genre de choses en fonction de votre activité, quoi. En fonction de l'activité, certains contrats prévoient effectivement déjà une base spécifique. C'est pour ça déjà, en fonction de l'activité, je prends par exemple les véhicules de médecins, on sait qu'il y a la trousse de pharmacien, les infirmières, c'est pareil. Maintenant, dans tout ce qui est artisan, commerçant, les contrats de base généralement ne prévoient pas ça. Il faut vraiment le déclarer et le mettre en option dans les contrats. Donc, ne minimisez pas forcément la prime, mais soyez honnête, ayez une bonne discussion effectivement avec votre assureur sur le sujet. Pas la peine de surassurer, mais il faut pas négliger certains points parce que ça peut en fait vous coûter. On dit toujours, assurer pas cher, c'est généralement mal assuré. Il faut faire attention. Alors des fois ça suffit d'être assuré pas cher au minimum parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais quand on commence à faire certaines choses comme je viens de vous décrire, il faut savoir parce que dans la camionnette derrière vous avez quelques milliers d'euros de matériel, s'ils sont cassés,
c'est pas au client, ça c'est à vous, hein, donc il va falloir vous payer l'histoire. Donc mieux vaut être assuré là-dessus. Je passe sur maintenant l'assurance du chef d'entreprise. Donc ça, c'est votre personne à vous. Il y a plein de choses qui vont évoluer là-dessus. Je vous propose de balayer les différents points. Donc le chef d'entreprise, on a un premier point. Donc vous savez que vous basculez du monde des salariés au monde des indépendants. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes d'office inscrit, vous êtes géré par la Caisse primaire d'assurance maladie. Hein, le RSI, effectivement, n'existe plus. La sécurité sociale des indépendants, elle est gérée effectivement par la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc dans un premier temps, votre complémentaire santé, c'est un sujet qu'il faudra aborder effectivement avec votre assureur. Si vous étiez salarié d'une société, vous aviez un contrat collectif qui vous couvrait. En fonction du type de votre rupture de contrat de travail, elle peut continuer pendant 1 an, hein, c'est ce qu'on appelle la portabilité ou pas, en fonction du type de rupture de contrat de travail que vous avez eu avant. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes plus assuré, il convient de souscrire à titre personnel une complémentaire santé. Pour ceux qui sont indépendants, travailleurs non salariés, ça pourra même, dans certains cas, être déductible, effectivement, au niveau des bénéfices. Hein. Donc ça, c'est un sujet qu'il faudra traiter, la complémentaire santé, parce que ça change. La prévoyance, alors là, pour le coup, si au niveau santé, c'est les mêmes remboursements qu'un salarié, il faut juste simplement faire la modification, hein, au niveau de son contrat d'assurance. La prévoyance, alors là, c'est un monde complètement différent, parce que vous n'avez effectivement que les prestations, là, vous n'avez plus rien à voir avec un salarié. Vous avez des prestations qui viennent de votre régime obligatoire, qui sont généralement très inférieures à celles effectivement des salariés, et il conviendra de souscrire à titre personnel des compléments qui permettent d'avoir un maintien de revenus, par exemple en cas d'arrêt de travail, des frais professionnels, par exemple. Je vous disais tout à l'heure que si vous êtes malade, par exemple, et si vous êtes un accident, vous pouvez plus travailler, mais les charges continuent à courir. Ce sont des postes sur lesquels effectivement on intervient. Et puis la retraite des indépendants, c'est déjà celle des salariés, c'est déjà pas terrible. Hein. Je crois que vous le savez, on en parle suffisamment. La complémentaire retraite effectivement des indépendants, c'est un sujet qui est encore plus maltraité, on va dire ça comme ça, par les organismes obligatoires. Donc il faudra penser à faire quelque chose. C'est pas une priorité tout de suite, mais n'attendez pas 10 ans pour le faire. Je pense que votre assureur à ce niveau-là vous conseillera, et en fonction de l'activité que vous avez et des résultats que vous avez, vous incitera à mettre en place un complément pour pouvoir effectivement agrémenter votre retraite. Cette retraite, donc pour les indépendants, peut être déductible effectivement du bénéfice. Donc ce que vous payez là-dedans, vous en récupérez une partie sur les impôts. C'est l'objet naturellement donc de la loi Madelin. Donc, en matière de prévoyance, que ce soit santé, que ce soit prévoyance ou que ce soit retraite, hein, c'est ce qu'on appelle la protection. Ce sont des sujets qu'il ne faut pas négliger. Et en fonction de ce que vous faites, il y a lieu de commencer à mettre en place des choses, peut-être modestement dans un premier temps. Hein, je veux dire, on n'est pas là pour pousser à la consommation, mais il faut au moins se protéger pour un minimum. C'est vrai que quand on commence, des fois, on a des petits revenus. Donc il faut savoir, petit revenu, ça fait petite perte, mais quand on a un petit revenu et qu'on en perd la moitié, ça génère quand même quelques incidences sur le train de vie. Donc quelque part, il faut quand même commencer tout de suite à faire quelque chose au cas où un pépin arrivait. Hein, je veux dire, on est malade quand on est indépendant, quand on est patron, avec de la fièvre, on va bosser, ça c'est le problème. Maintenant, on a des pépins de santé ou des accidents qui peuvent mettre sur le carreau pendant quelques mois, voire des fois certaines années. Et donc là, il faut pas négliger, parce que si sur 15 jours ou sur un mois, on peut faire face tout seul effectivement à ces pertes financières, c'est quand même plus compliqué de financer ça tout seul pendant plusieurs années, quoi. Donc là, on a vraiment besoin d'un assureur pour prendre en main effectivement la perte de revenus qu'on va subir dans des choses comme ça. Là, je vous disais donc l'arrêt de travail. Donc l'arrêt de travail, ce sont des indemnités journalières. J'ai même rajouté selon l'organisme, parce qu'en fonction de votre profession et de votre domaine d'activité, donc tant qu'on est à la sécurité sociale des indépendants, il y a un minimum. Généralement, c'est la moitié de votre revenu tant que vous êtes en dessous du plafond Sécu. Donc vous en perdez quand même la moitié. Hein. Mais il y a des organismes effectivement qui ne versent
aucune prestation en termes d'arrêt de travail. Donc là, il faut tout faire par un contrat privé. Renseignez-vous bien auprès de votre assureur dans un premier temps, parce que ça peut être vite dommageable. C'est zéro qu'on touche là. Là, il n'y a plus de patron derrière. Et le problème de l'arrêt de travail, c'est que si vous avez des clients et que vous êtes en arrêt de travail trop longtemps, quand vous allez reprendre le boulot, vos clients, peut-être qu'ils seront plus là. Donc nous, notre travail en tant qu'assureur, c'est de mettre tout en place pour que pendant votre arrêt de travail, on arrive effectivement à financer. Quand on arrive à financer un remplaçant, à trouver un remplaçant, donc c'est nous qui le prenons effectivement en charge. Le but du jeu, c'est de maintenir la clientèle effectivement dans votre entreprise, de manière à vous permettre, quand vous allez reprendre le boulot, d'avoir vos clients qui sont là, quoi. Parce que se refaire une clientèle qui a disparu, c'est quand même compliqué. C'est très compliqué à se la faire, et elle peut vite disparaître sur un arrêt de travail qui durerait effectivement trop longtemps. En matière de décès, si vous êtes chargé de famille avec des enfants, les régimes obligatoires prévoient un capital, mais franchement, c'est pas grand-chose. Quand on est salarié, c'est 3 000 euros, 3 400 euros. Quand on est commerçant artisan, c'est 7 000, mais c'est pas ça qui va... Quand là-dessus, on aura déjà payé effectivement les obsèques, c'est pas ça qui va permettre à un conjoint de payer toutes les charges qu'on a, les frais, les impôts, les notaires, et puis avoir suffisamment de sous pour continuer à faire vivre la famille derrière. Donc c'est un sujet qu'il faut effectivement, sur lequel il faut se prémunir. Je vous dis attention, les prestations des régimes obligatoires ne couvrent qu'une partie de vos besoins. Les régimes obligatoires, alors vous allez voir que ça coûte cher au niveau charge sociale, ça coûte très cher au niveau charge sociale, mais malheureusement, ça donne des prestations qui sont très très modestes et qu'il faut compléter à titre personnel. Et ça, c'est le boulot effectivement des assureurs de vous conseiller là-dessus. On peut mettre des choses modestes en place au départ en fonction de vos moyens financiers, qui, de toute façon, au bout d'un an et demi, quand on a passé le premier bilan, ce sont des choses qu'on réactualise en fonction de l'évolution de vos revenus, naturellement. La complémentaire santé collective, qui est concernée? Donc demain, vous allez être chef d'entreprise. Dès lors que vous allez embaucher un salarié, dès lors qu'on aura une fiche de paye dans votre entreprise, vous serez tenu, en tant que chef d'entreprise, de mettre en place une santé collective pour vos salariés. Les salariés l'apprennent ou l'apprennent pas, en fonction de... Je ne vais pas tout détailler effectivement à ce niveau-là, mais la loi vous oblige en tant que chef d'entreprise de pouvoir proposer à votre salarié, quand vous lui remettez son contrat de travail, une complémentaire santé collective. Donc ça, c'est quelque chose qui est... et la loi prévoit que vous devez en payer au moins la moitié. Voilà. Le financement de l'employeur est inférieur à 50% de la cotisation. Donc la moitié de la cotisation, effectivement, vous incombe. Là-dessus, il y a des choix à faire, des discussions à faire en fonction des salariés. Est-ce qu'on fait quelque chose vraiment mini? La loi vous impose un minimum. Est-ce que c'est judicieux, pas judicieux? Ça vous verrez le moment venu en fonction des salariés, de vos salariés, naturellement, et puis des moyens que vous voulez effectivement mettre en place. Mais sachez-le, dès lors que vous avez une fiche de paye dans votre entreprise, vous êtes obligé de présenter une santé collective. Et une fois que vous allez rouler, votre entreprise va voguer, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est qu'elle évolue, qu'elle se tourne bien. Donc elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Et entre le choix que vous allez faire à la souscription de votre entreprise et puis les besoins, votre chiffre d'affaires, effectivement, il va évoluer. Vous allez peut-être embaucher, vous allez peut-être changer ou modifier vos activités, prendre des chantiers des fois de plus en plus grands. Vous allez investir, peut-être un autre local. Vous allez investir dans du matériel. Des fois, on commence un peu avec le matériel qu'on a et très vite, on est obligé d'investir dans du matériel professionnel beaucoup plus robuste. Et dans ces cas-là, il y a des choses qui vont évoluer. Le matériel dans la voiture, tout à l'heure, il y en aura pour beaucoup plus cher. Le bâtiment sera différent. La responsabilité sur les chantiers sera effectivement différent. Tout ça, ça s'adapte. Et ce qu'on appelle le bilan assurantiel, c'est quelque chose qu'on a créé avec la Chambre des métiers. J'ai travaillé fortement là-dessus et c'est une demande que la Chambre des métiers m'avait demandé. On a instauré ça avec la Chambre et donc c'est un entretien qu'on peut avoir effectivement avec vous pour justement faire le point, l'analyse, vous conseiller et vous dire attention, ça a vraiment évolué.
c'est plus du tout, ça correspond plus du tout. Vous pouvez aussi après demain changer de forme de juridique, hein, passer en société, créer une SARL, une SAS ou j'en passe et des meilleurs. Donc il y aura des adaptations des contrats et des couvertures qui seront à faire au fur et à mesure du temps. Et dans le cadre du bilan assurantiel, c'est d'abord un entretien d'échange pour être rassuré, pour voir est-ce que je suis toujours bien conforme à tout ce que je dois faire. Et c'est d'abord un moment où de prise de conscience, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis conforme ou est-ce que je ne le suis pas? Et si je ne le suis pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour l'être et combien ça me coûterait naturellement? Et ça, c'est notre métier de vous proposer des choses pour vous mettre en conformité ou du moins dormir tranquille. Voilà, l'objet du bilan assurantiel, c'est quelque chose qu'on fait avec la Chambre. On est là pour ça. Donc, quels sont les risques naturellement dans le bilan assurantiel qu'on va mettre en avant? C'est soit que vous êtes surassuré et du coup, vous payez inutilement des primes, il n'y a pas besoin de les payer. Ou si votre entreprise a beaucoup évolué, du coup, vous êtes sous-assuré et en cas de sinistre, fatalement, si l'assureur paye pas, c'est vous qui devez payer. Donc, du coup, vous allez vous fragiliser très, 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 très fortement, quoi. Donc, les conséquences d'être sous-assuré, c'est que la limitation de l'indemnisation, on va pas payer tout. La règle proportionnelle, hein, c'est la fameuse règle de 3. Dans certains cas, on va régler au prorata, hein, de ce que vous payez. Donc du coup, il y en a un bout. Ou voir, comme je vous le disais tout à l'heure dans le vol, c'est le refus d'indemnisation, parce que la déclaration est complètement erronée par rapport à votre situation. Donc le bilan assurantiel, c'est quelque chose que la Chambre des métiers vous propose, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, surtout pour les petites structures qui n'ont pas l'obligation d'avoir un comptable. Donc comme vous n'avez pas le conseil de l'autre côté, vous pouvez l'avoir par le biais de la Chambre et de notre intermédiaire naturellement. Des petits exemples, là, tiens, je prends par exemple un artisan, ça c'est un petit exemple avec c'est marrant, quand on avait fait cette diapo, c'était quelques mois avant Notre-Dame de Paris. On n'avait pas fait exprès, hein. C'est l'histoire d'un zingueur qui fait une petite réparation sur une gouttière. Donc, prime abord, tout petit chantier, sauf que il a juste négligé quelque chose, ce petit artisan. Donc, il devait estimer, là, on est sur un chantier qui vaut 2000 €, hein, il fallait réparer une gouttière sur une église, sauf, il a fait cette réparation. Naturellement, on est sur du point chaud, hein, et je sais pas ce qui s'est passé, comme sur Notre-Dame de Paris, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu un mégot de cigarette? Est-ce qu'on a eu quelque chose qui a touché de la poussière? J'en sais rien. Du coup, on a déclenché un incendie. Donc, du coup, on a toute la toiture de l'église qui est partie. L'artisan, lui, c'est quelqu'un qui fait des petits chantiers, donc il avait un chantier avec un contrat, avec un plafond d'indemnisation d'1,5 million. Et puis total, on est arrivé sur un sinistre qui faisait 6 millions d'euros, quoi. Donc du coup, derrière, on a un petit problème, quoi, parce que l'assureur va limiter sa garantie à ce qui est déclaré dans le contrat. Donc tout ça pour vous dire, je vais pas passer 3 heures là-dessus, c'est que si dans votre activité vous avez un chantier qui vous paraît hors norme par rapport à votre activité que vous faites au quotidien, mieux vaut passer un coup de fil à votre assureur avant de commencer le chantier pour être sûr que, comment dirais-je, soit on fait une extension temporaire pour le chantier là, soit on vous dit il vaut mieux pas le faire le chantier, soit effectivement on modifie le contrat pour le faire. Mais il faut toujours se prémunir par rapport à ça, parce que vous voyez, c'est juste l'exemple d'un petit bobo en fait, hein. Là, on avait un petit chantier à 2000 €, c'est pas grand chose, et puis derrière on a eu un sinistre énorme. Donc voir effectivement si on est bien assuré pour de tels chantiers. Donc un petit peu de précaution avant, ça, mieux vaut anticiper que guérir après. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tiens, ça c'est l'histoire d'un peintre. On a mis la Joconde. Bon, c'est très. Vous n'allez pas déménager le Louvre, mais on peut être chez des clients. On fait une tapisserie et le client vous dit, vous me décrochez les tableaux, les choses comme ça. Et puis naturellement, en décrochant un tableau, c'est un tableau qui vaut un petit peu de sous. Et puis naturellement, c'est celui-là qu'on a cassé dans le déménagement, quoi. Donc est-ce que je suis bien garanti pour faire ce genre de choses ou pas, quoi? Ou alors, vous avez un parquet classé par terre, et vous déplacez une armoire, il faut une grosse rayure sur un parquet. Ce genre de bêtises, quoi. Donc attention, où est-ce qu'on va, notamment dans des beaux immeubles ou des bâtiments classés. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est garanti pour travailler dans des trucs comme ça, quoi. Voilà.
J'ai quasiment respecté le timing. Donc là, moi, je vous souhaite une bonne réussite dans vos aventures et il nous reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à vos questions. Alors, si vous les avez dans le chat, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les poser en bas à gauche. Moi, ce que je peux vous donner, c'est le nom d'un contact local sur la Moselle si vous avez des questions complémentaires, effectivement, à poser. Je vous écris dans le chat en bas le nom de la commerciale. Je vois que ça écrit aussi. Donc, alors c'est Audrey Vital, elle est sur Metz, hein, avec un 06 88 82 08 22. Est-ce que je peux faire Enter? Ah, zut, ouais. C'est pas comme ça. Donc, sinon, c'est audrey.vital@axa.fr si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Hop là, comme ça. Alors après, ça y est, les messages tombent. Oula, c'est parti. On a tout plein. Alors, si je dispose juste d'un bureau à mon domicile, IRR secrétaire, dois-je le signaler à mon assurance? Pas de contact client à mon domicile. Dans un premier temps, vous êtes en EIRL, je dirais, il faut quand même le déclarer. C'est juste une déclaration qui nécessite pas forcément d'extension de prime. Peut-être qu'à terme, vous allez peut-être acheter du matériel qui sera plus sur l'EIRL que sur votre propriété à vous. Donc, peut-être qu'à terme, ça sera du matériel qui sera pas à vous. Attention, en tant que secrétaire, vous pouvez peut-être recevoir des documents de clients. Donc, il faudra voir en fonction de votre profession ce que vous faites, voir peut-être ou des agendas partagés de professionnels en fonction de. C'est peut-être il y a vous et il y a aussi ce que vous recevez. Donc, vous posez la question. Oui, naturellement. Tout n'est pas payant, hein. Des fois, il suffit juste de le déclarer. On prend une note dans le contrat, c'est tout. C'est pas forcément avec moyennant extension de prime, mais mieux vaut le dire. Voilà. Attention aussi. Donc, comme je vous le disais, en tant que secrétaire à domicile, des fois vous recevez des documents, des fois des traducteurs, des choses comme ça. Ou des fichiers informatiques de nos jours. Attention, des fois de vous prémunir par rapport à ça. Est-ce qu'une assurance est obligatoire pour de l'assistance à maître d'ouvrage, du conseil dans le bâtiment, hors bureau d'études? C'est ce qu'on appelle les économistes du bâtiment, ça. Oui, naturellement, c'est des petites assurances. Ça, c'est pas de la décennale, hein. Dans les économistes du bâtiment, oui, naturellement. L'activité est soumise effectivement à responsabilité. De toute façon, vous allez sur les chantiers généralement pour faire généralement du métrage ou du suivi de chantier. Donc, mais c'est pas des contrats qui valent très très cher. En cas de commerce ambulant, y a-t-il des contrats particuliers effectivement à souscrire? Oui, votre responsabilité civile de vente sur foire et marché, parce que vous allez avoir une activité de vente sur foire et marché. Donc celle-ci effectivement est à déclarer à votre assureur et avoir une responsabilité en tant que telle. Et puis le véhicule qui va avec naturellement. Si c'est un véhicule stand, c'est un véhicule qui se déploie naturellement. Il y a des petites choses. C'est pas des grosses choses, hein, mais voilà. J'ajoute que les métiers cités, plomberie, chauffage sanitaire, électricité, BTP, carrelage, sont des activités réglementées nécessitant une qualification, diplôme ou expérience professionnelle. Sans qualification, vous ne pouvez pas exercer, vous êtes contraint d'embaucher une personne qualifiée. Ah bah oui, c'est quelqu'un qui nous a répondu, merci, une précision. Le contrat automobile personnel doit-il être modifié s'il est uniquement utilisé pour les trajets domicile-lieu de travail? Généralement, quand on est en professionnel, des fois les primes sont plus abordables, des fois vous y gagnez dessus, donc regardez. Et puis quand il est en professionnel, des fois les calculs de bonus sont pas forcément les mêmes. Ou alors après, c'est le fait de pouvoir déduire sa prime d'assurance de son activité professionnelle. Ça, ce sont des choix, hein. Voilà. Il y a toujours à y gagner en fonction. Audrey nous dit: bonjour, je fais de la vente en ligne. J'utilise l'un ou l'autre de mes véhicules personnels pour déposer mes colis aux points postaux et points relais. Je dois assurer mes 2 véhicules en assurance pro. En général, je profite d'un trajet perso pour les déposer. Bah oui, c'est ce que je vous disais, on est au début, hein, on est au début de l'histoire. On utilise ces véhicules.
Je pense qu'il faut quand même en déclarer au moins un en usage professionnel. Je veux dire, c'est comme ça, en fonction de ce que vous avez dedans. Alors au départ, c'est peut-être pas grand-chose, puis un beau jour, il y en aura beaucoup plus à l'intérieur. Mais bon, ces véhicules, vous allez peut-être de temps en temps chercher du matériel avec, et quand vous allez chercher du matériel avec, il peut y avoir quand même une quantité plus importante à l'intérieur. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure quand on va chercher du réassort ou des choses comme ça en magasin. Donc, le déclarer en usage professionnel, oui, ça permet aussi des fois aussi de déduire les primes. Donc, il faut voir aussi ce côté-là, en fonction d'un côté fiscal, j'entends. Et puis, des fois, en fonction de ce qu'on transporte et le prix de ce qu'on transporte. Alors, c'est peut-être pas pour aller livrer un colis, mais des fois, on va chercher du matériel. Et là, on en a plus dans la voiture. Sandra nous demande si on est déjà couvert par la mutuelle de son conjoint. Doit-on quand même souscrire une nouvelle mutuelle? Là, non, vous pourrez en faire l'économie. Si c'est si c'est une mutuelle d'entreprise collective dans laquelle c'est une formule familiale qui a été souscrite, c'est-à-dire que pour le conjoint assure toute la famille. Dans ces cas-là, naturellement, vous pourrez faire l'économie d'un contrat santé individuel, si celui-ci vous convient bien. C'est un des rares cas, ouais. Julie, peut-on cumuler 2 complémentaires privés et professionnels? Techniquement, oui, ça va générer des gros problèmes de télétransmission sur la caisse, parce que généralement, quand on est sur un organisme obligatoire, on peut connecter qu'une complémentaire santé. Donc, généralement, on va faire des choix. Si elle est privée, vous pouvez faire l'économie de la privée, la souscrire en professionnel, et puis d'autant plus que vous n'aurez pas le même régime. Si vous êtes en Moselle, par exemple, vous êtes au régime local, et ça n'a pas les mêmes remboursements qu'un régime indépendant, par exemple. Donc là, il n'y a pas photo. Il faudra enlever la garantie privée et vous mettre avec un régime professionnel, travailleur non salarié, parce que les taux de remboursement ne sont pas du tout les mêmes. Maxime, en cas de SASU, étant le seul salarié, donc une fiche de paye, la complémentaire santé collective est-elle quand même obligatoire? Alors, je dirais oui, dans la mesure où vous, en SASU, vous pouvez faire supporter l'intégralité de la prime par votre entreprise. Donc, hors charge sociale, c'est peut-être une économie quand même qui n'est pas forcément idiote à faire, alors que si vous la payez à titre privé, vous allez la payer 100% privé sur votre pouvoir d'achat personnel. Donc, le fait de la faire sur la société peut vous procurer le fait que ça soit la société. Hop, ça c'est de la pub. Mia nous dit, est-ce que le stock d'un magasin peut être assuré vol et casse? Alors, vol, oui. Si c'est de la casse, suite à, je pense que la question elle est liée au vol. Le vol, je vous ai dit que dans la garantie vol, on garantit la disparition et la détérioration. Je vous dis, lors d'un vol, on a beaucoup de casse à l'intérieur effectivement d'un magasin généralement, ou de la marchandise qui est éventrée, de la marchandise qui sera impropre à la consommation, à la vente derrière. Oui, naturellement, ça fait partie ça fait partie. Faut-il attention, les stocks doivent être dans la partie du magasin qui est déclarée en tant que telle, en tant que vol. Parce que des fois, en surface, on déclare la partie de vente et on oublie de déclarer derrière la cave ou la remise derrière. Tout endroit utilisé dans le bail doit être déclaré en tant qu'utilisation professionnelle. Et là, la question se pose souvent, c'est quand ce stock il est remisé des fois dans un garage, dans une grange ou dans un local annexe derrière qui ne répond pas forcément aux mesures de protection qu'on a demandées. C'est souvent là qu'on a des petits soucis. Étant une ETARL, dois-je être assuré si une erreur administrative est commise? Alors, je ne vois pas administrative de gestion, je pense, si c'est vous qui faites une erreur en matière de gestion. En tant que professionnel, moi, je peux vous inviter à souscrire une protection juridique professionnelle par rapport au litige avec les clients. Oui, ça peut être utile. C'est pas obligatoire, mais en fonction si vous posez la question, c'est que vous êtes peut-être sur un domaine sensible. Donc, oui, ça peut. C'est plutôt de la protection juridique dans ces cas-là. Erreur administrative. Ça peut être, je sais pas, ça dépend du domaine d'activité, ça peut être très très vaste. Une erreur d'étiquetage, on peut avoir par exemple dans l'alimentaire ce qu'on appelle des frais de retrait, des produits qui sont pas bien. Vous savez, quand il y a des problèmes effectivement
de produits non conformes, il y a des garanties qui payent effectivement tout le retrait des produits dans les magasins où ils ont été dispensés. Ouais. Alors là, après, c'est des merci, merci, merci. Peut-on être assuré en cas de perte d'exploitation? Oui, naturellement. Hein. La perte d'exploitation, elle est liée au bâtiment. Elle est liée au bâtiment et au fait que le bâtiment ne soit plus disponible pour exercer normalement son activité. À ne pas confondre avec ce qu'on a vécu avec le Covid, les fermetures, effectivement, avec les risques de pandémie, qui normalement, eux, sont exclus de tous les contrats d'assurance. Ça, c'est clair, hein, ce sont des risques qui sont ciblés quand le risque touche l'intégralité du portefeuille. C'est ce qu'on assimile aux états de guerre et compagnie. C'est pas l'objet de l'assurance. Ce sont des sujets qu'on est en train de travailler pour pouvoir donner des garanties demain, ou proposer des garanties demain aux professionnels. Je travaille en sous-traitance BTP, mon donneur d'ordre à la décennale d'Ashtunan. Et oui, la décennale, tout ce que vous facturez à votre nom doit correspondre effectivement. Vous devez être assuré pour tout ce que vous facturez. Donc vous facturez à votre entreprise principale effectivement le travail que vous faites. Donc vous devez être garanti pour. Oui, tout à fait. Sandra, y a-t-il des assurances qui protègent un objet vendu envoyé en colis au client, coût important? Ça, ce sont des garanties qu'il faut souscrire auprès du transporteur. Quand vous envoyez un colis par la poste, vous pouvez y souscrire une garantie avec. Quand vous faites un colis avec un transporteur, ce transporteur peut vous proposer une assurance, naturellement, oui. Peut-on me refuser de m'assurer si l'activité a déjà quelques poids? Non, bien sûr que non, mais on n'assure pas en marche arrière, ça c'est clair. On vous assurera à partir de maintenant. Maintenant, effectivement, si on a un litige qui est passé hier, s'il y a déjà un litige qui a eu lieu, l'assureur va peut-être hésiter à vous garantir. Donc, généralement, on s'assure avant d'avoir des sinistres, c'est quand même beaucoup plus... c'est plus dans les règles de l'art, hein, c'est comme ça, on n'assure pas un sinistre passé. Donc, assurez-vous tout de suite avant qu'il y ait eu quelques soucis. Voilà, je crois que je vais vous laisser parce que le temps est parti et je vais laisser la place effectivement à la présentation suivante. Donc dans le chat, vous avez bien récupéré le téléphone d'Audrey Vital sur son adresse mail. Si vous voulez plus de précisions, vous pouvez la contacter sans aucun souci. Elle travaille avec moi de toute façon sur la Chambre des métiers. Elle est prestataire au même titre que moi là-bas, donc elle est sur Metz. Donc il y a aucun souci. Il n'y a plus de questions, donc voilà, j'ai que des merci. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne aventure professionnelle, et puis au plaisir de vous rencontrer. Allez, au revoir.